Bonjour et bienvenue à la présentation sur la variole du singe, aussi connue sous le nom de l'orthopoxvirose simienne. Vous êtes sur la plateforme de l'Organisation mondiale de la santé et je me présente, je suis Rosamonde Lewis. Lors de cette présentation, nous avons plusieurs objectifs pédagogiques. Nous allons comprendre l'émergence de l'orthopoxvirose simienne, décrire les modes de transmission, répertorier les signes et les symptômes, différencier sur le plan clinique la varicelle, la variole du singe et la rougeole, déterminer les spécimens et les tests diagnostiques au laboratoire à utiliser et discuter des stratégies de prévention et de réponse pour la variole du singe. Donc la variole du singe, c'est quoi? C'est une maladie infectieuse causée par l'orthopoxvirus simien et caractérisée par des éruptions cutanées sévères telles que vous voyez sur le visage de cet enfant. La guérison, la plupart du temps, est spontanée, qui peut prendre quelques semaines, mais la maladie peut aussi prendre des formes graves, voire mortelles. Dans ce cas, le décès peut survenir dans jusqu'à 11% des cas, la plupart du temps dans les groupes d'âge les plus jeunes, donc les enfants. La variole du singe survient surtout aux environs des forêts tropicales de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. L'hôte naturel est un animal, mais il n'est pas connu. De nombreuses espèces de petits rongeurs et de primates non humains, donc des singes, sont vulnérables à l'infection de ce virus. Par contre, on ne sait pas lequel est le hôte principal. Depuis l'éradication de la variole humaine, le virus de la variole du singe est devenu l'orthopoxvirus le plus important pour la santé humaine. Comme les virus de la variole humaine et de la variole bovine, donc le cowpox, le virus de la variole du singe est une espèce de genre orthopoxvirus de la famille des poxviridae. L'orthopoxvirus simienne est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est transmise de l'animal à l'être humain, présentant un tableau clinique similaire à celui de la variole, qui, souvenons-nous, n'existe plus depuis 40 ans, mais qui aujourd'hui, avec la variole du singe, est beaucoup moins sévère. Après l'éradication de la variole en 1980, la vaccination antivariolique a été abandonnée. Ceci a mené à l'affaiblissement dans la population de l'immunité générale contre les orthopoxvirus, et donc à la réémergence de la variole du singe. Par contre, même chez l'orthopoxvirose simienne, il y a deux sous-types du virus qui sont divisés en deux clades. Le clade centrafricain est prévalent en République centrafricaine, en RDC et dans d'autres pays. Sur le plan clinique, ce virus provoque une maladie plus grave et occasionne jusqu'à 11% de décès. Le clade ouest africain, par contre, se retrouve au Nigeria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et au Libéria. Il se transmet un peu moins de personne à personne et provoque une maladie un peu moins grave de façon générale et a causé au grand maximum 6% de décès. En général, une mortalité très faible. Parlons un peu de l'historique de ce virus et de cette maladie. La variole du singe a d'abord été identifiée comme une maladie des primates non humains, c'est-à-dire des singes. Le virus est également présent chez les rongeurs, de différents types. Les premiers cas chez la personne ont été identifiés en 1970 en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC signale régulièrement le nombre le plus élevé de cas parmi tous les pays. Plus de 1000 cas suspects sont signalés chaque année depuis 2005. Aujourd'hui, nous avons une distribution géographique intéressante et qui évolue. Déjà, en 2003, il y a eu une épidémie importante de variole du singe en plusieurs États aux États-Unis. En effet, cette épidémie a été provoquée par l'importation d'animaux du Ghana qui ont infecté des animaux domestiques et qui ont infecté les propriétaires de ces nouveaux animaux domestiques, qui a provoqué plusieurs cas aux États-Unis. Maintenant, depuis 2016, nous voyons la confirmation de la variole du singe chez l'humain dans les pays qu'on a déjà énumérés dans la diapo précédente. Et maintenant, nous avons encore une nouvelle donnée. Depuis 2018 à 2019,
Des cas parmi les voyageurs arrivant du Nigeria ont été confirmés en Israël, 3 cas en Royaume-Uni avec également un cas secondaire et à Singapour. Donc, cette maladie émergente se trouve aussi à apparaître dans des pays où elle n'est pas normalement à cause de la facilité du voyage aérien. Dans son domaine naturel, l'infection humaine est causée par le contact avec des animaux infectés. Nous en avons déjà évoqué quelques espèces. Les singes, les chrysétomes, donc les rats de Gambie, et les funicures. L'infection résulte d'un contact direct avec ces animaux, soit avec le sang, les fluides corporels ou des lésions externes d'animaux infectés. Par contre, la consommation de viande mal cuite d'un animal infecté peut aussi être un facteur de risque possible. Dans la plupart des cas index d'une épidémie, l'origine de l'infection n'est pas connue. Donc voici quelques exemples que vous pourrez regarder à votre aise des différents animaux qui peuvent être infectés par l'orthopoxvirus simien, mais je répète, nous ne connaissons aujourd'hui pas quel est l'hôte naturel. Maintenant, nous avons parlé des animaux infectés et nous avons parlé d'une transmission d'un animal à une personne. En fait, la transmission interhumaine résulte du contact rapproché avec des gouttelettes respiratoires infectieuses, telles que quand quelqu'un tousse ou quelqu'un éternue à proximité d'une autre personne. Le contact peut aussi être avec des lésions cutanées, donc les lésions que nous avons vues dans les photos tout à l'heure, ou des objets contaminés. Il est évident alors que le personnel soignant et les proches des personnes malades sont particulièrement exposés aux risques infectieux. Néanmoins, la transmission de ce virus de personne à personne est relativement limitée. Dans la plupart des éclosions, il n'y a que quelques cas concernés au sein des familles, des communautés ou dans un centre hospitalier. Parlons maintenant de la maladie elle-même. À partir du moment où une personne est infectée, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est la période entre le moment de l'infection et l'apparition des premiers symptômes. Dans le cas de la variole du singe, cette période dure à peu près 6 à 13 jours, mais peut être aussi courte que 5 jours et aussi longue que 21 jours. Lors de la réponse à une épidémie de variole du singe, nous utilisons la période d'incubation de 21 jours, juste pour être absolument certain qu'il n'y a pas de cas secondaires après cette période. Une fois la période d'incubation passée, l'infection progresse en 2 phases. Il y a une période invasive, quand le virus se répand à travers le corps. Il se manifeste par des symptômes de fièvre, maux de tête intenses, gonflement des ganglions lymphatiques, douleurs lombaires, douleurs musculaires et une importante asthénie ou manque d'énergie. Cette période dure en général de 0 à 5 jours. Et après arrive assez rapidement l'éruption cutanée, qui peut arriver de 1 à 3 jours après le début de la fièvre. L'éruption cutanée progresse en plusieurs temps, apparaissant d'abord sur le visage, et puis après pour s'étendre graduellement au corps et aux membres inférieurs, bras, jambes, pieds et mains. L'éruption elle-même commence par des macules, des lésions rougeâtres à base plate, qui deviennent des papules. Ce sont des lésions qu'on peut toucher, qui sont palpables, et puis ensuite des vésicules, qui sont des petites bulles en fait, remplies d'un liquide incolore. Mais après, ces lésions s'infectent et deviennent des pustules, donc des lésions remplies de pus, d'un liquide jaunâtre. Ensuite, les croûtes vont se former et elles vont tomber. Elles vont sécher et elles vont tomber. Cette éruption cutanée affecte le visage dans 95% des cas. C'est bien une des raisons que cette maladie est considérée comme difficile pour la personne. Ensuite, elle va affecter dans 3/4 des cas la paume des mains et la plante des pieds. Ça, c'est assez rare dans d'autres maladies. Ensuite, il y aura aussi des lésions dans la bouche, les muqueuses de la bouche qui sont douloureuses et donc qui rendent manger et boire difficile pour le patient. Les lésions peuvent aussi toucher les yeux, la cornée ou la conjonctive qui peut mener plus tard à une cécité. Et aussi, les lésions peuvent toucher les parties génitales. Les lésions sèches et les croûtes peuvent mettre jusqu'à 3 semaines pour disparaître. Parlons encore de ces lésions classiques de la variole du singe. En fonction de la gravité de la maladie, elles peuvent être
rares et clairsemées où elles peuvent apparaître en plusieurs milliers et sont souvent très douloureuses. Deuxième point marquant pour cette maladie, c'est le gonflement des ganglions lymphatiques, qui apparaissent généralement même avant l'éruption cutanée. Les ganglions peuvent apparaître sur le cou, mais aussi dans les aisselles et dans l'aine et un peu partout sur le corps. Finalement, cette maladie peut durer en général entre 3 et 4 semaines. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'infection est le plus souvent grave chez les enfants. Il demeure important pour le diagnostic clinique de différencier entre la variole du singe et d'autres maladies infectieuses avec fièvre et éruption cutanée. Nous connaissons bien les classiques de l'enfance, la varicelle, malheureusement encore la rougeole. D'autres maladies à écarter comprennent les infections bactériennes cutanées, la gale, la syphilis et certaines allergies aux médicaments. Comme la fièvre est le premier symptôme à apparaître, on peut aussi songer initialement à d'autres maladies fébriles. Pour arriver à un diagnostic certain, une confirmation en laboratoire est nécessaire. Ici, vous voyez un tableau qui vous donne des éléments pour distinguer entre la variole du singe, la varicelle et la rougeole. On peut parler de fièvre et notamment de l'éruption cutanée, l'aspect des lésions, la rapidité de leur apparition, leur distribution dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, et l'apparition, oui ou non, de ganglions. Nous avons aussi évoqué une différence de mortalité entre ces différentes maladies. Il est à noter que la variole du singe, cliniquement, apparaît très semblable à la variole humaine qui a été éradiquée en 1980. Les différences principales étaient dans la gravité de la maladie et la létalité, qui dans le cas de la variole humaine tuait environ 1/3 des personnes infectées. Vous pouvez prendre le temps maintenant d'arrêter la vidéo et de prendre un peu de temps pour lire et comprendre différents aspects dans ce tableau. Nous avons parlé des aspects cliniques de la maladie. Venons maintenant aux aspects de diagnostic par laboratoire. Pour être vraiment certain qu'une maladie, c'est l'orthopoxvirose simienne ou la varicelle ou même un mélange des deux, il faut avoir un test de labo. Les échantillons les plus utiles à prélever chez les patients sont les lésions cutanées elles-mêmes. Le liquide à l'intérieur d'une vésicule ou d'une pustule par exemple, ou la croûte de la lésion qui est déjà en train de sécher. Les tests d'ADN par la méthode de PCR sont le meilleur moyen d'identifier l'agent infectieux. Les méthodes de détection des anticorps et des antigènes ne sont pas suffisamment spécifiques pour confirmer la variole du singe. Les échantillons d'origine humaine et animale ne peuvent être manipulés que par un personnel formé et portant un équipement de protection individuelle, travaillant dans un laboratoire suffisamment équipé. Les procédures d'entreposage et le transport de ces prélèvements et de ces spécimens doivent être rigoureusement respectés. Nous avons un cas suspect ou confirmé de variole du singe. Comment est-ce que le personnel médical, ou voire même les membres de famille à domicile, peuvent se protéger pour éviter eux-mêmes d'être infectés? Donc tout personnel médical doit strictement observer les précautions standards de prévention et de lutte contre l'infection, par contact et par gouttelettes respiratoires. Il faut donc se laver les mains avant et après avoir soigné un patient, toucher les objets qui l'entourent ou manipuler des prélèvements. Il faut porter un équipement de protection individuel, approprié. Gants, lunettes, masques, bottes. Il faut assurer l'isolement du patient à l'hôpital ou à la maison, dans une chambre à part ou dans un coin d'une pièce cloisonnée. Il faut veiller à l'élimination appropriée des déchets et à la décontamination de l'environnement. Et finalement, en cas de besoin, en cas de décès, il faut assurer une inhumation digne et sans risque sanitaire pour la famille.
Toute personne en contact avec une personne souffrant de variole du singe doit éviter tout contact physique rapproché, doit porter des gants ou autres équipements de protection individuelle et se laver systématiquement les mains avant et après les soins ou une visite à une personne malade. Abordons maintenant la prise en charge des cas de variole du singe. Le plus important, c'est d'offrir une prise en charge et des soins dans la globalité pour le patient. Qu'il s'agit de déshydratation, qu'il s'agit de douleur, qu'il s'agit d'éruption cutanée infectée, qu'il s'agit de protéger les yeux par exemple. Donc, nous appelons ça une prise en charge symptomatique et de soutien. Pour l'instant, il n'existe pas d'antiviral spécifique pour la variole du singe. Pour la prévention, nous avons déjà vu tout à l'heure que les vaccins de première génération contre la variole avaient aussi largement protégé les populations contre la variole du singe. Maintenant, ça fait 40 ans que les populations ne sont plus vaccinées. Néanmoins, des recherches ont continué pour développer des vaccins plus sûrs. En 2019, un nouveau vaccin développé pour lutter contre la variole en cas d'émergence inattendue a également été autorisé pour l'utilisation pour la variole du singe chez l'adulte. Des recherches et des études de terrain sur le traitement et la vaccination sont en cours. Nous pouvons espérer que d'ici peu de temps, nous aurons des vaccins et des traitements appropriés. Nous avons vu maintenant que la variole du singe est une maladie qui peut être une maladie grave, mais également qui est une maladie émergente. Il est donc important pour les pays affectés, mais aussi les pays qui pourraient recevoir un cas parmi un voyageur, de mettre en place des systèmes de surveillance. Il serait important que ce système de surveillance soit intégré au système national de surveillance qui existe déjà dans les pays à risque. L'objectif du système de surveillance serait d'être en mesure d'identifier tout cas suspect de variole du singe rapidement et d'y réagir immédiatement. Il serait important pour votre programme de santé publique de développer une définition de cas. Par exemple, un cas suspect pourrait être défini en tant qu'une maladie aiguë avec une fièvre au-delà de 38 degrés, des maux de tête intenses, des adénopathies, des maux de dos, myalgie et une asthénie intense, suivie de 1 à 3 jours plus tard par une éruption cutanée se développant progressivement, souvent à partir du visage, où l'éruption est la plus dense, puis se propageant jusqu'à la plante des pieds et la paume des mains. Ça, c'est juste un exemple qui peut être adapté à votre contexte local. Il est important de relever les informations relatives à chaque patient, démographiques par exemple, et de recueillir des spécimens de lésions cutanées pour chaque personne, tout en assurant votre propre sécurité pour effectuer les tests en laboratoire prévus selon les recommandations. Nous avons déjà évoqué le fait que chaque cas présumé de variole du singe est une éclosion possible et nécessite une intervention immédiate. Il faut signaler tous les renseignements sur le cas aux autorités sanitaires. Il faut mettre en place rapidement des mécanismes de coordination des épidémies, que ce soit au niveau national, régional et local. Il faut aussi rapidement mettre en place la recherche et la prise en charge des contacts. La recherche active pour des nouveaux cas et le suivi des rumeurs, tout pour améliorer la surveillance. Il est très important d'engager la communauté et travailler avec elle pour l'appréciation des risques et la communication de l'éducation sanitaire appropriée selon le cas. Donc, pour résumer, vous allez instaurer la prévention et le contrôle des infections dans toutes les situations. Les messages d'éducation sanitaire pour la sensibilisation de la population incluent les suivants. Éviter tout risque lié à la manipulation ou la consommation d'animaux sauvages. Mettre des gants et autres vêtements de protection pour toute manipulation ou abattage des animaux. Et éviter tout contact étroit avec les patients lors d'éclosion de variole du singe. Puisque la variole du singe est une zoonose, l'OMS privilégie l'approche « Un monde, une santé ». L'OMS et ses partenaires travaillent pour améliorer la compréhension et la lutte contre cette maladie en abordant une approche multisectorielle,
avec la médecine, les vétérinaires et l'environnement pour, en bout de ligne, arriver à une meilleure santé publique pour tous. Pour améliorer la détection et le diagnostic précoce de cette maladie, il est important d'améliorer nos connaissances cliniques ainsi que la capacité de nos laboratoires. Pour améliorer la capacité de lutte contre cette maladie, la coordination est primordiale. L'OMS travaille également pour promouvoir la recherche sur les vaccins et les traitements spécifiques. Donc nous arrivons à la fin de la présentation. Nous avons vu que l'orthopoxvirose simienne, ou la variole du singe, est considérée aujourd'hui comme une maladie émergente. Cependant, nous avons l'information qu'il faut pour identifier les cas de variole du singe, que ce soit dans les pays endémiques ou n'importe où dans le monde où cette maladie peut être propagée par des voyageurs ou par l'importation d'animaux infectés. Il est très important de signaler tout cas suspect à vos autorités nationales ainsi qu'à l'OMS. Prenez conscience de toutes les précautions à prendre pour éviter la propagation de ce virus dangereux. Je vous invite maintenant à nous rejoindre prochainement sur le cours de formation intermédiaire sur la variole du singe qui rentrera dans tous ces éléments en plus de détails. Merci et au revoir.